messieurs, bonsoir et bienvenue sur Yegle TV, la chaîne de toute l'actualité en temps réel. C'est parti pour le journal. Le décès du guide des Chantakoun, survenu ce mardi à Bordeaux en France, a été accueilli avec beaucoup plus de retenue et de philosophie par les disciples. Pour ces derniers, son rappel à Dieu est venu à son heure puisque le Créateur l'a voulu ainsi. Il faut s'y plier et rendre grâce à Dieu. Cheikh Béthio Thioune est parti au moment où on ne s'y attendait pas du tout, mais ses disciples acceptent cela tout en disant que malgré tout, leur guide demeure pour eux éternel, pour ne pas dire immortel. Suivons-les au micro de Caroline Badiane à Lussembourg. On remercie le bon Dieu et nous remercions Serigne Saliou et Cheikh Béthio. Il nous a montré la bonne voie jusqu'à ce qu'il nous a quittés. Il nous disait tout le temps de rendre grâce à Dieu et Serigne Saliou. Le 11 août 1985. C'est lui qui m'a présenté Serigne Saliou le 11 août 1985. C'est mon cousin. Il n'était même pas cher, il aimait que Serigne Saliou. Chaque dimanche, on se rendait à Touba pour rendre visite à son guide. Il a donné sa vie à Serigne Saliou. Il était généreux, gentil et aimait aider ses proches. Il passait tout son temps à rendre grâce à Dieu et à Serigne Saliou. Ce qui vient de tomber sur nous, nous ne faisons que rendre grâce à Dieu. Nous affirmons là où il sera est plus beau, voire agréable qu'ici. Car Serigne Saliou l'avait prédit, nous allons être conformes avec ce qui vient de se passer et nous rendre grâce à Serigne Saliou. Il n'y a pas d'hasard et il est au paradis. Comme l'a dit le Coran durant le Ramadan, toutes les portes de l'enfer sont fermées et celles du paradis ouvertes. Et il vient de nous quitter au premier jour du Ramadan, ça montre tout. Il vivra auprès de Serigne Saliou au paradis. Et puis nous parlons société, changement de port vestimentaire durant le mois de Ramadan est devenu une habitude chez beaucoup de jeunes Sénégalaises, plus particulièrement chez les filles, alors que ce n'est pas demandé par l'islam, car l'islam ne cautionne pas l'habillement indécent. Reportage signé Maguette Bousso, Pierre-Gabriel Sarr. Le mois béni du Ramadan rime toujours avec changement de tenue vestimentaire. C'est les jeunes, notamment les filles sénégalaises. Chacune essaye de se conformer aux préceptes de l'islam qui recommande aux musulmans de s'habiller décemment, de ne pas laisser apparaître certaines parties du corps. Ce jeune homme, rencontré après avoir donné son point de vue, note que la décence est une affaire de tous les jours. Le changement de tenue vestimentaire pendant le mois de Ramadan, ce n'est pas bien, car l'islam nous recommande de porter des habits corrects là où nous sommes. Bassirou Mbacké Diouf abonde dans le même sens. Sur le port vestimentaire, donc on doit prendre en charge le port vestimentaire. Ce n'est pas d'en profiter du moins au mois de Ramadan pour porter ce genre d'habits, quoi. Ça doit être quelque chose d'habituel, quoi. Quelque chose qu'on doit pratiquer tous les jours de ce fait. C'est pas une question d'un mois, quoi, pour changer de physionomie ou pour changer de port vestimentaire, quoi, en quelque sorte. Pendant le mois de Ramadan, on constate que les filles remplacent leur tenue sexe. Par exemple, jupe, haut, jeans serré, mini-robe par des tenues traditionnelles. Alors que l'islam recommande aux musulmans de s'habiller bien et en tout temps. Le Ramadan, un mois béni où certains préfèrent frotter leurs dents avec le cure-dent à la côte. Un produit très prisé en cette période. Des utilisateurs de ce bâtonnet nous livrent les raisons pour lesquelles ils frottent leurs dents à l'aide de ce tige, racines issues des différentes plantes africaines. Reportage signé Aminata Ndawa, Pierre Sarr. Peut-on jeûner et utiliser le cure-dent à bon escient? C'est la question que se posent certains Sénégalais musulmans en cette période de Ramadan. Le cure-dent, un produit très prisé par les jeûneurs, ce commerçant affirme. Chacun a sa façon de se soulager avec le mois béni.
Je frotte mes dents tout le temps, dans les marchés, dans les rues, les vendeurs se frottent les mains en ce moment. Chacun a sa façon d'utiliser le cure-dent, mais également certains ont l'habitude de frotter les dents avec ce bâtonnet. Non, j'utilise pas pendant le ramadan, j'utilise ça tout le temps, quoi, franchement. Pendant le ramadan, non, mais dans le ramadan, j'ai l'habitude, quoi. Pardon? Bon, peut-être que c'est le moment du ramadan, quoi, c'est pour cela qu'on fait, quoi. Abondant dans le même sens, cette fille préfère cette racine, tige issue de différentes plantes africaines pour éviter la mauvaise haleine. Moi, j'ai l'habitude de me brosser les dents avec le cure-dent traditionnel après avoir utilisé la pâte dentifrice. Pour ceux qui le font, c'est à cause du ramadan. C'est un mauvais choix parce que ce bâtonnet participe à l'hygiène bucco-dentaire. En ce mois béni, le cure-dent traditionnel est très prisé par les jeûneurs. Il est dans presque toutes les bouches, même si ce bâtonnet enlève les restes alimentaires coincés entre les dents, mais aussi il participe à l'hygiène bucco-dentaire. Dans ce même siège, toujours les heures des activités physiques et sportives changent obligatoirement chez les lutteurs sénégalais. Durant ce mois de Ramadan, nombre d'entre eux qui observent le jeûne ont changé leurs heures d'entraînement. Par contre, d'autres préfèrent ne pas jeûner durant ce mois béni car ils sont en pleine préparation d'un combat juste après ce mois béni. Reportage d'Emba Sabali, Pierre Gabriel. En ce mois béni de Ramadan, l'heure des activités sportives change complètement chez les lutteurs. Durant le mois de Ramadan, si pour certains c'est impossible de jeûner pour un lutteur qui prépare un combat, par contre, d'autres jeûnent mais changent l'heure des entraînements. Comme junior de l'écrit d'Oroir s'en explique, il y a certains lutteurs qui jeûnent durant le mois de Ramadan, mais d'autres n'arrivent pas à le faire parce qu'après le Ramadan, ils entament leur combat. Donc si tu n'as pas beaucoup de moyens, tu ne peux pas jeûner durant le Ramadan. Il y ajoute, c'est vrai, nous sommes des musulmans, on a le droit de jeûner. C'est la lutte qui est comme ça, donc on le comprend ainsi. Mais si on n'a pas de combat, on va jeûner jusqu'au bout. Si tu jeûnes, là tu risques de perdre de poids et cela ne peut t'arranger. Et cela ne t'arrangerait pas. Ce qui paraît très difficile chez les lutteurs en activité, cumuler jeûne et entraînement en ce mois béni de Ramadan. Nombre d'entre eux commencent dès maintenant à trouver des bonnes stratégies pour ne pas rater aucun jour sur ce mois béni. Les personnes vivant avec un handicap réclament à l'État du Sénégal plus de considération pour leur secrétaire général Abdou Konia Diop. Il est temps que l'État respecte les engagements signés envers eux. Cependant, ils réclament la matérialisation des 13 décrets signés. Reportage Salou Sen, Pierre Sarr. L'insertion des personnes vivant avec un handicap dans la fonction publique, tel est le vœu de la convergence des aveugles pour l'unité, la solidarité et l'entraide. Selon le secrétaire général, l'État doit respecter ses engagements envers eux. Comme le disent certains, ça s'arrache. Donc c'était droit que nous luttons pour que également faciliter notre insertion, que ce soit dans le domaine de l'éducation, la formation et l'emploi. Et vous savez, les personnes handicapées rencontrent beaucoup de difficultés à ce niveau. Parce que comme vous le constatez, dans la rue, vous rencontrez des personnes handicapées, mais la plupart sont des diplômés. C'est des gens qui ont fait des études supérieures à l'université, mais aujourd'hui qui ont des difficultés pour retrouver de l'emploi. Et pourtant, cette loi nous garantit que 15% des personnes handicapées doivent être recrutées chaque année. Mais si on fait référence au dernier recrutement qui a été fait par la fonction publique, une seule personne handicapée a été recrutée. Mais pendant ce temps, il y a beaucoup de diplômés qui sont en chômage. Cependant, il souligne qu'ils sont capables de faire ce que les voyants font. Mon engagement aujourd'hui, c'est d'accompagner d'abord mes pères handicapés pour qu'ils puissent accéder aux droits des personnes handicapées. Comme vous le savez, la convention internationale qui est pour la convention internationale pour les droits des personnes handicapées, qui a pour objectif de faciliter l'accès des personnes handicapées aux différents services publics, mais également privés. Également, que ce soit dans la vie politique et dans la vie publique.
La convergence des aveugles pour l'unité et l'entraide réclame une meilleure considération. Selon Abdou Konya Diop, les personnes vivant avec un handicap sont laissées en rade. À toutes les 15 secondes, le sida tue un papa ou une maman. Le 7 mai est consacré aux orphelins du sida. En 2005, ils étaient plus de 15 millions. C'est un événement organisé par l'association François-Xavier Bagnou pour sensibiliser le public et les gouvernements à la détresse des orphelins du sida. Massogi Tchandoum, directeur technique de l'Alliance nationale des communautés pour la santé ANCS, a fait une mise au point sur la situation des orphelins du sida et a souligné les difficultés rencontrées pour la prise en charge de ces derniers. Yanko Bagay, Pierre-Gabriel Sarr, reportage. La prise en charge des orphelins ne se limite pas qu'à eux, mais également la famille de l'orphelin n'est pas laissée en rade, car elle constitue le socle de l'environnement de l'enfant pour qu'il puisse grandir dans de bonnes conditions. C'est une journée qui a été initiée par l'Assemblée générale des Nations Unies, qui avait estimé que les enfants et orphelins du VIH-Sida devaient être considérés comme une priorité dans le cadre de la réponse au VIH-Sida au niveau des pays. Le Sénégal, en l'instar de la communauté internationale, effectivement, a instauré cette journée-là qui permet de rappeler au gouvernement leur engagement, mais aussi de faire le point sur la situation de ces enfants et orphelins vulnérables. La stigmatisation des enfants atteints du sida est l'un des principaux blocus qui entrave l'insertion de ces enfants et ne facilite pas le travail de l'ANCS. L'une des stratégies les plus importantes que nous avons développées, c'est de faire en sorte que les enfants et orphelins vulnérables ainsi que leurs familles soient enrôlés dans le cadre de la politique de la couverture maladie universelle. Nous avons réussi à enregistrer plus de 2000 à 3000 familles que nous avons inscrites dans les mutuelles de santé pour qu'ils puissent bénéficier de la couverture maladie universelle. L'autre difficulté est la réduction du financement qui ne facilite pas la prise en charge en globalité de l'enfant et de sa famille. En termes maintenant de difficultés, effectivement, nous avons quelques soucis avec cette prise en charge-là. Le premier souci est lié au fait qu'il y a beaucoup de stigmatisation au niveau des familles. Généralement, quand une personne vit avec le VIH ou quand on sait que les parents de cet enfant-là sont décédés du VIH, l'enfant, parfois, dans certains cas, est exclu du cercle familial. Consacrer une journée aux orphelins du sida, c'est choisir de soutenir les plus vulnérables. Les aider à mieux s'épanouir socialement, c'est lutter contre la stigmatisation dont ils sont victimes. Dans une poignée de secondes, vous aurez l'actualité hors des frontières africaines. L'actualité hors de nos frontières, ce sera avec Serigne Salusen. L'actualité internationale nous mène au Gabon. Le président Ali Bongo a reçu la visite de Faure Gnassingbé. De nouvelles images d'Ali Bongo ont été rendues publiques. Le président gabonais, toujours en convalescence, a reçu son homologue togolais, Faure Gnassingbé, mardi 7 mai. Le président togolais a effectué une visite éclair dans la capitale gabonaise où il a eu un tête-à-tête avec Ali Bongo, dont l'état de santé suscite des rumeurs. En Afrique du Sud, on vote aujourd'hui, ce mercredi du 8 mai, pour les élections législatives et provinciales. Le président sera ensuite choisi par le Parlement. 25 ans après la fin de l'apartheid dans ce pays, l'ANC, le parti de l'ancien président Nelson Mandela, est toujours au pouvoir. Il devrait conserver sa majorité au parlementaire et son patron, Cyril Ramaphosa, son fauteuil de chef de l'État, mais le plus vieux parti de libération du continent est en perte de vitesse. Nous terminons cette page internationale par le nucléaire iranien. Téhéran suspend certains engagements. Les réactions pleuvent un an, jour pour jour, après le retrait américain de l'accord sur le nucléaire iranien. La République islamique annonce en son tour suspendre certains de ses engagements. Cet accord conclu par le Téhéran, les grandes puissances, en 2015 avait permis la levée des sanctions économiques internationales imposées à l'Iran et en contrepartie, ce pays avait accepté de limiter drastiquement son programme nucléaire. Sans surprise, la décision iranienne a entraîné une vague de réactions
internationale. Seynabou Ndour, c'est tout pour les actualités internationales. Et puis dans un instant, la page sportive avec Yanko Bagay. Grâce à une performance tout simplement exceptionnelle, Liverpool a renversé le FC Barcelone ce mardi. Dans une demi-finale retour de la Ligue des Champions qui va rester dans l'histoire de cette compétition, Liverpool a surclassé le Barcelone 4-0 à Anfield. Pourtant privés de Mohamed Salah et Roberto Firmino, les Reds ont réalisé une remontada incroyable pour se qualifier pour la finale après la gifle reçue 3-0 à l'aller. Grâce à deux doublés signés Divock Origi et Jorginho Wijnaldum, le club anglais a totalement renversé la formation espagnole et se hisse pour la deuxième fois consécutive en finale de la Ligue des Champions. L'Ajax Amsterdam et Tottenham se disputeront la dernière place en finale de la Ligue des Champions ce mercredi soir. Puis la confrontation allée il y a une semaine, l'état de forme des deux équipes est assez opposé. En effet, l'équipe de Mauricio Pochettino s'est inclinée sur le score d'1-0 contre Bournemouth. De l'autre côté, les hommes d'Erik ten Hag ont remporté leur premier titre depuis 5 ans des Pays-Bas aux dépens de Willem sur le score sans appel de 4-0. Les Raptors ont été tellement faciles cette nuit dans le Game 5 que Kawhi Leonard est sorti alors qu'il restait 7 minutes 22 à jouer. Son équipe qui s'est imposée 125-89 menait à ce moment du match 103-73. L'ailier, 38 points de moyenne sur les 4 matchs de la série, a terminé 21 points, 13 rebounds et 4 passes en 35 minutes de jeu. Toronto mène donc désormais 3-2 et aura l'occasion de jouer sa deuxième finale de conférence en 4 ans avec une victoire jeudi à Philadelphie dans le Game 6. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur Yegle TV. Au revoir.